L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La Tunisie a un nouveau Premier ministre, Ali Larayed, ancien ministre de l'Intérieur dans le gouvernement précédent. Mais que peut-il faire pour réconcilier les Tunisiens? Est-il l'homme de la situation? Analyse et portrait dès le début de ce journal. Oscar Pistorius, libéré contre une caution de 85 000 €. L'athlète paralympique sud-africain échappe donc à plusieurs mois de prison en attendant son procès. Le juge a estimé qu'il ne représentait pas un danger pour la société sud-africaine. Ouverture à Cotonou au Bénin de l'Université du Coton, une session de formation initiée par l'APROCA à l'intention des cadres leaders de différentes organisations cotonnières africaines. Voilà pour le sommaire. On s'achemine peut-être vers le dénouement de la crise politico-sociale en Tunisie. Le président Monsef Marzouki a accepté ce vendredi la nomination de l'ancien ministre de l'Intérieur Ali Larayed au poste de Premier ministre à la place de Hamadi Djebali, démissionnaire. Ali Larayed a promis un gouvernement pour tous les Tunisiens. Aminata Mariko. La décision n'a pas été très longue à prendre. Après la démission mardi du Premier ministre tunisien Hamadi Djebali, qui n'a pas réussi à faire accepter son projet de cabinet d'experts apolitiques, le président Monsef Marzouki a chargé ce vendredi le ministre de l'Intérieur sortant Ali Larayed de former un gouvernement. Il devra ensuite obtenir la confiance de l'Assemblée constituante, une opération qui s'annonce sans grande difficulté pour lui. Enada détient 89 députés sur les 217 de l'Assemblée et peut également compter sur les voix de ses alliés politiques. Ali Larayed aura la lourde tâche de faire sortir la Tunisie de la crise politique qu'elle traverse. Le porte-parole du chef de l'État a d'ailleurs précisé que ce dernier espère que Larayed forme un gouvernement le plus rapidement possible, le pays ne supportant pas d'attendre davantage, a précisé le porte-parole présidentiel. Ministre de l'Intérieur après le renversement de Ben Ali en 2011, Ali Larayed est un militant historique du parti islamiste Ennahda. Il avait été condamné à 15 ans de prison sous la dictature de Ben Ali, dont 10 ans qu'il a passé à l'isolement total. Il a été torturé à de nombreuses reprises pendant sa détention. Après la révolution, il avait été nommé ministre de l'Intérieur. Ses anciens tortionnaires se retrouvant alors sous ses ordres. Son bilan sécuritaire en tant que ministre de l'Intérieur est surtout, selon l'opposition tunisienne, considéré comme très mitigé. En Afrique du Sud, je vous l'annonçais en titre, après 4 jours d'audience, Oscar Pistorius se va accorder la libération sous caution. Le juge a estimé qu'il ne représentait pas un danger pour la société sud-africaine. L'athlète paralympique est donc ressorti libre du tribunal de Pretoria ce vendredi. Desmond Maher a détaillé ses arguments pendant près de 2 heures. Le juge sud-africain affirme que le risque de voir Oscar Pistorius s'enfuir est presque nul et que l'athlète ne représente pas un danger pour la société. Je suis arrivé à la conclusion que l'accusé a présenté un dossier qui permet sa libération sous caution. Oscar Pistorius a tué sa petite amie la veille de la Saint-Valentin. Riva Steenkamp a été retrouvé avec 4 balles dans le corps. Pistorius, 26 ans, soutient la thèse de l'accident. Il affirme que, pris de panique, il pensait tirer sur un cambrioleur caché dans ses toilettes. Le Sud-Africain retrouve donc désormais la liberté contre une caution de 85 000 €. Il échappe à plusieurs mois de prison dans l'attente de son procès. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. À mon avis, le ministère public ne voulait pas endosser la responsabilité des risques pour sa santé. Et je pense qu'en prison, il aurait été difficile de le garder en bonne santé. Mais le répit sera de courte durée pour Oscar Pistorius. Il devra se présenter devant la justice dès le 4 juin prochain. Au Cameroun, après l'enlèvement des 7 Français dans l'extrême nord du pays, les Camerounais sont de plus en plus nombreux à se prononcer sur les failles du système sécuritaire de leur pays. Et vous allez les entendre, ils expriment leurs émotions, témoins de leur solidarité aux personnes concernées, mais surtout, ils interpellent leur gouvernement. Écoutez-les.
La secte Boko Haram est localisée dans cette partie du continent. Et quand on sait que l'arc qui va du Mali à la Somalie est perturbé à un moment donné par la présence de cette secte au nord du Nigeria, avec des ramifications qui vont jusqu'au Cameroun, automatiquement, les premiers éléments vont sur les soupçons qui pèsent justement sur la secte Boko Haram. Et ensuite, par les développements de la guerre au Mali, qui font que forcément les Français vont être ciblés par ceux qui ont besoin de régler les comptes à la France, qui s'est déployée dans une intervention militaire pour chasser justement les islamistes au nord du Mali. Il faudrait que les autorités essayent de voir ce qu'ils peuvent faire pour ça, avant que ça ne progresse. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre quand quelque chose arrive. Il faut faire avec tous les retards que ça consiste. Je pense que les pouvoirs publics doivent prendre des dispositions pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus dans l'avenir. Et ça permettra que les expatriés pourront arriver au Cameroun avec une conscience tranquille de pouvoir investir et relancer l'économie nationale. Autre titre de l'actualité, les cadres et leaders des organisations cotonnières africaines en formation à Cotonou au Bénin depuis le 20 février et ce jusqu'au 23 dans le cadre de l'Université du coton initiée par l'Association des producteurs de coton africains APROCA, des précisions de Omar Adenandiou, Otina Séverin Béatrix avec notre bureau à Cotonou. L'Association des producteurs de coton africain mise sur la formation pour la promotion et une relance effective de la filière coton en Afrique. Cotonou abrite du 20 au 23 février l'édition 2013 de l'Université du coton. Les leaders et les cadres des organisations professionnelles agricoles et des sociétés cotonnières recevront au cours de cette formation des outils précieux pour le renforcement de leurs capacités managériales. Au cours de la cérémonie officielle d'ouverture de cette session de formation, le vice-président de l'APROCA, Bednome Payouni, a rappelé que l'Université du coton a été créée pour servir de réponse concrète aux préoccupations des acteurs de la filière coton. Permettez-moi de vous transmettre les sentiments de reconnaissance du gouvernement. Après avoir souhaité la bienvenue à l'APROCA et ses partenaires, la représentante du ministre de l'Agriculture du Bénin a rappelé l'importance que revêtent de telles sessions de formation dans la lutte des États pour une plus grande compétitivité du coton africain. Elle a souhaité également que cette formation ne se limite pas seulement à l'amélioration de la qualité de la gouvernance des organisations et structures évoluant dans la filière coton. Un accent particulier doit être mis sur la compétence et les intérêts des producteurs à la base. Ce renforcement de capacité qui, à terme, doit contribuer à de meilleures performances de nos filières cotonnières, devrait aussi mettre l'accent sur la qualité de la gouvernance des organisations, au fin de garantir à chaque producteur à la base un revenu rémunérateur qui le maintient dans la filière. Car il s'agit de la rentabilité de la production de coton pour le producteur à la base. Les participants à ces 4 jours de formation repartiront de la capitale économique du Bénin plus outillés pour servir eux-mêmes de formateurs dans leurs structures respectives. Ainsi, cette formation sera répercutée dans tous les États membres de l'APROCA afin de permettre aux producteurs africains de faire face aux nouveaux défis du marché mondial du coton. Le ministre sénégalais de l'enseignement supérieur Mary-Teuw Niane et son collègue de la promotion de la bonne gouvernance Abdoulatif Coulibaly ont tenu une conférence de presse vendredi à Dakar portée sur l'admission des nouveaux bacheliers dans les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal. Lustina Sayan, Suleiman Antoumar avec notre bureau à Dakar. Suite au nombre des agréments observés dans l'enseignement supérieur au Sénégal relatifs aux 10 000 bacheliers non orientés l'année dernière, le gouvernement du Sénégal prend toutes les mesures pour permettre à ces bacheliers d'accéder à une formation supérieure de qualité. Face à cette situation exceptionnelle, Monsieur le Président de la République, conscient et désireux de pallier ce problème, a donné comme instruction au gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour permettre aux nouveaux bacheliers non orientés d'accéder à une formation supérieure de qualité. Ainsi a-t-il été accepté que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche fasse appel aux établissements privés d'enseignement supérieur pour accueillir cette année, exceptionnellement,
sous certaines conditions, les nouveaux bacheliers non orientés. Pour ne plus avoir à vivre de pareilles situations, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche prévoit un certain nombre de dispositions que sont ramener plus de quiétude au niveau des campus pédagogiques constamment perturbés par les nouveaux bacheliers non orientés, la création de nouveaux emplois pour les titulaires de master et de doctorat, la possibilité pour beaucoup de bacheliers dans les régions d'y rester pour poursuivre leurs études supérieures, par exemple Ziguinchor, Saint-Louis, Kaolack, Thiès, Mbour, Diourbel. Rappelons qu'il y a un accroissement soutenu du nombre de bacheliers qui frappent à la porte de l'enseignement supérieur, 30 000 en 2011 et 33 000 en 2012. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. C'est une compilation signée Aminata Mariko. Au Nigeria, 10 personnes d'une même famille dont 5 enfants de moins de 6 ans ont été tués ce jeudi dans le centre du Nigeria, a annoncé le porte-parole du gouverneur de la région. L'attaque a eu lieu vers 20h, ont précisé les autorités locales. Les assaillants portaient pour certains des uniformes militaires. Au Yémen, 4 personnes ont été tuées lors de heurts avec la police. Ces personnes manifestaient à l'occasion du premier anniversaire du départ du président Saleh. Cela s'est passé à Aden dans le sud du pays. Des manifestants du mouvement sudiste tentaient de rejoindre une place où s'étaient rassemblés des partisans de l'actuel président quand les forces de l'ordre sont intervenues. Ces heurts qui sont réguliers illustrent la difficulté qu'a le Yémen à se stabiliser. En Inde, la piste islamiste se dessine après l'attentat d'Hyderabad. Le dernier bilan de l'attentat qui a frappé l'Inde jeudi fait état de 14 morts et plus d'une centaine de blessés. Le ministre de l'Intérieur Kumar Sendhi est à Hyderabad depuis ce vendredi matin où il a rendu visite à des victimes et annoncé d'importantes compensations financières offertes à leurs familles. Pas de certitude encore sur le groupe responsable de cette attaque, mais certaines pistes commencent à se dessiner. Affaire Bochilai en Chine, le dirigeant déchu en grève de la faim. C'est probablement le moyen qu'a trouvé Bochilai pour ralentir la tenue du procès politique le plus important de ces 30 dernières années en Chine. L'ex-dirigeant communiste refuserait de coopérer avec les enquêteurs. Il aurait même été conduit à l'hôpital suite à plusieurs grèves de la faim. Et plus d'un an après sa disgrâce, on ne sait toujours pas quand aura lieu le procès. Après 18 mois d'austérité, les Italiens vont devoir retourner aux urnes dimanche et lundi avec en face 2 gros candidats dont un revenant, Silvio Berlusconi, même s'il n'est pas favori face aux candidats du centre-gauche. Mais ces élections sont loin de susciter l'enthousiasme des Italiens frappés de plein fouet par la crise économique et le chômage. Dans la région méridionale de Campanie, le scrutin est loin de susciter l'intérêt des électeurs. Ici, le chômage ne cesse de grimper, alors les promesses de campagne, on n'y croit plus. Franchement, je n'ai plus confiance en personne. C'est la vérité. Je vis avec une retraite de 500 € par mois. La Campanie est pourtant une région clé pour la bataille du Sénat. Alors pour tenter de distancer la gauche, le parti de Silvio Berlusconi a fait une proposition choc. Il promet de rembourser une taxe d'habitation adoptée par le gouvernement Monti l'an dernier. Lorsqu'ils paieront leur taxe d'habitation, au lieu de donner l'argent à leurs enfants, lorsqu'ils paieront leurs impôts locaux et toutes les autres taxes instaurées par la gauche, je leur dis de se souvenir que nous sommes un parti différent. Un pari risqué pour le Cavaliere, qui doit à tout prix remporter la Campanie et une autre région majeure parmi les régions les plus disputées pour éviter la victoire au Sénat des partis de centre-gauche. Mais selon certains analystes, de nombreux électeurs seraient tentés par un vote sanction contre les grandes figures de la politique italienne. L'abstention est en hausse et c'est un acte de protestation contre les partis traditionnels. Le scrutin s'annonce serré et le taux d'abstention sera l'un des éléments clés de ce vote. Voyons maintenant ce qu'on peut appeler la banque des pauvres. Il s'agit de la tontine, une sorte de cotisation informelle très répandue chez les femmes en Afrique, mais qui a également ses règles et chaque femme y va selon sa bourse. En voici donc un cas concret au marché central de Ouagadougou, Burkina Faso. Joseph Paré et Jonas Bazia avec notre bureau à Ouagadougou. Il n'est pas demandé à une femme qui plus est dans le commerce si elle sait ce qu'on appelle la tontine.
Elle vous sourira et vous dira oui, puis ajoutera que c'est une affaire de solidarité d'abord. On a commencé, ça fait 8 ans. Chaque mois, chaque femme donne 30 000. Et par mois, il y a 2 femmes qui prennent sur moi, parce que nous sommes au nombre de 26. Chaque mois, 2 femmes touchent 390 000 par femme. Donc chaque mois, on a 2 personnes qui prennent. Et ça nous arrange. Et vous, monsieur, il arrive souvent que madame vous sauve in extremis d'une situation financière pénible. D'où a-t-elle sorti l'argent? Menez votre enquête. Souvent, lui me peut dire non, madame, moi je n'ai pas d'argent. Si tu as une petite somme, tu peux me donner. Moi je viens dire au monsieur qui est au marché, ah, tu peux m'aider avec une somme comme ça, je vais arranger mon problème. Quand même, je ne vais pas lui dire que c'est mon mari qui a besoin de ça, mais je peux lui dire que c'est moi-même qui a besoin de ça et je prends à le donner à mon mari. Il n'y a aucun problème. Si le gars il me rembourse et puis c'est tout. Le couple c'est comme ça. Et oui, le couple c'est ça. Mais attention, confier son argent à une tierce, c'est un risque que toutes ne veulent pas prendre. Des gens qui s'en vont avec l'argent là. Si tu fais ça, il part avec l'argent là. Moi-même j'ai déjà fait ça avec une autre personne. J'ai enfui avec mon argent. Donc si je fais seulement, je sors, il y a une caisse qui est à côté, je dépose là-bas. 500 ou 1000 francs par jour, chacune y va selon sa bourse et jusque-là, ça marche bien pour elle. Eh bien, ça marche bien. Voilà qui illustre bien cet adage qui dit que 2 valent mieux qu'un, car si l'un arrive à tomber, l'autre le relèvera. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et à demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.